Bonjour, il est 14h30, c'est donc l'heure de commencer ce rendez-vous expert de février. Merci à vous de vous joindre à nous pour cette session donc de mi-février. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui concerne le bois dans la construction. Je vous rappelle que c'est une session interactive, donc vous pouvez poser toutes vos questions à partir de maintenant, puisque vous voyez, vous avez un petit bloc sur la droite de votre écran qui porte le libellé de questions. Donc n'hésitez pas à saisir toutes vos questions. Nous y répondrons, enfin notre expert plutôt y répondra en fin de présentation. Je vérifie juste que les participants sont connectés. Je vois que tout le monde est là. Je vais donc laisser la parole à notre expert du mois, qui s'appelle Laetitia Pascal, et qui va se présenter, et puis surtout qui va vous parler du bois dans la construction, et surtout, plus précisément, répondre à la question pourquoi et comment le préserver. Donc bonjour à tous, je suis Laetitia Pascal, responsable technique nationale chez Descraes Industrial, qui est un bureau de contrôle construction. Je suis spécialiste en construction bois et pathologie du bois. Je forme, je supervise les ingénieurs de Descraes en contrôle construction sur des ouvrages neufs, sur des réhabilitations avec du bois. Je réalise également des missions de diagnostic fiabilité structure et assistance technique sur des ouvrages bois atteints de pathologie. Et j'assiste les diagnostiqueurs immobiliers Descraes sur les diagnostics termites et mérules notamment. Je suis également membre des commissions de normalisation sur la construction bois, avec les divers DTU, charpente, construction ossature bois, terrasse, plancher, bardage, et la commission de normalisation sur la durabilité et la préservation du bois. Donc c'est justement ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va voir pourquoi et comment préserver le bois dans la construction, à savoir la durabilité du bois dans la construction, ou plutôt on peut parler de longévité du bois dans la construction. On va reposer sur plusieurs facteurs. Le choix d'un matériau adapté à sa situation, qui peut être soit naturellement résistant, ce qu'on appelle naturellement durable, soit traité. Une conception saine, des règles de conception qui sont notamment bien détaillées dans les DTU, et des mesures d'entretien réguliers. Donc on va aborder cette problématique en parlant tout d'abord de la durabilité du bois et des matériaux à base de bois qu'on trouve en structure. Matériaux de construction, on verra tout ce qui va être poutre, lamellé collé, bois reconstitué, sous les panneaux. On parlera ensuite du cadre réglementaire et normatif autour de cette problématique. Les règles de conception et les mesures d'entretien spécifiques aux structures bois. Et on terminera sur les mesures curatives en cas de pathologie des ouvrages. Donc durabilité du bois et des matériaux à base de bois. Parmi les agents de dégradation biologique du bois, on va retrouver bien sûr nos termites, nos insectes à larves xylophages et nos champignons de pourriture. En fait, on classe les agents de dégradation en 3 familles. La famille des termites, en France métropolitaine, on a 6 espèces de termites, dont 5 espèces de termites souterrains qui vont être les plus dangereux pour les constructions. On a une bonne quinzaine d'insectes à larves xylophages qui s'attaquent au bois d'œuvre et une quarantaine de champignons de pourriture, dont les mérules. Alors le bois va être matériau de source de nourriture pour ces insectes et champignons par sa composition. Il est composé de cellulose, d'hémicellulose et lignine. Les termites notamment ne sont capables de digérer que la cellulose, donc ils vont dégrader les bois pour se nourrir de cette cellulose. Ils vont également dégrader tous les matériaux à base de bois, les papiers, les cartons, le carton derrière le placo, ce qui va être aussi tissu naturel. On trouve également dans le bois de l'amidon, des sucres, des tanins et des résines. Alors l'amidon et les sucres sont des éléments essentiels pour les insectes à larves xylophages, puisque les larves en début de croissance sont incapables de digérer les celluloses, hémicelluloses et lignines. Donc ces larves vont se nourrir des substances de réserve de l'arbre, donc l'amidon et les sucres qui sont contenus dans le bois. Et on va trouver dans le bois de l'eau. L'eau qui est le facteur essentiel pour permettre le développement des champignons de pourriture. On distingue 2 grandes parties dans le bois, quelle que soit l'essence de bois ou le type de bois. On a la partie externe du tronc, l'aubier. Ça ne s'affiche pas. Voilà.
L'aubier, donc la partie externe du tronc, lorsque l'arbre grandit, il va stocker dans l'aubier l'amidon, les sucres et ses substances de réserve pour sa croissance. Et le cœur qu'on appelle également le duramen, qui peut être coloré par des tanins et des résines. Alors, le cœur ne comprend plus d'amidon et de sucre pour permettre la croissance des larves dans le bois. On voit sur cette panne, une panne en pin qui est dégradée par des capricornes, que toute la partie supérieure de la poutre, ici, qui est constituée d'aubier, a été dégradée par ces capricornes, alors que le cœur, qui n'a plus ses substances de réserve, mais qui est également riche en tanins sur le pin, n'a pas du tout été attaqué. La teneur en eau du bois est essentielle pour le développement des champignons, c'est ce que je vous disais au début. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que le champignon va dégrader le bois en pénétrant à l'intérieur des cellules de bois. On voit ici sur l'illustration un filament de champignon à l'intérieur d'une cellule de bois. Le champignon, ce filament n'a pas de squelette, donc pour pouvoir se tenir en suspension, il lui faut un substrat, il lui faut de l'eau dans la cellule de bois. Et la seconde raison, c'est que pour digérer le bois, il va émettre des enzymes qui vont aller dégrader les parois cellulaires. Et il va donc absorber les substances ainsi libérées. Et pour permettre ces transferts d'enzymes et de nutriments, il faut de l'eau. Et il faut de l'eau libre. Pour qu'il y ait de l'eau libre dans le bois, il faut que le bois soit à minima à plus de 30% de teneur en eau, 30% d'humidité. Ce qu'on appelle au-delà du point de saturation des fibres. Or, lorsque on mesure la teneur en eau d'un bois correctement mis en œuvre dans une construction, en milieu intérieur chauffé, le bois va s'équilibrer entre 7 et 11% de teneur en eau. Et en milieu extérieur non abrité, exposé aux intempéries, on voit qu'il peut s'équilibrer entre 10 et 22% maximum en période humide notamment. Donc en théorie, on ne devrait pas avoir d'infestation de champignons sur des bois de structure. Comme on l'a dit, on a trois grandes familles d'agents de dégradation biologique, les termites, les insectes à larves xylophages et les champignons de pourriture. Alors, les essences de bois qu'on trouve en construction ont toutes été testées vis-à-vis de ces agents de dégradation par des essais de laboratoire ou des essais de champ en terrain naturel. Vis-à-vis des termites, les bois sont classés soit durables, soit moyennement durables, soit sensibles. Vis-à-vis des insectes à larves xylophages, on va avoir deux classes de durabilité, durable ou sensible. Et vis-à-vis des champignons de pourriture, 5 classes de durabilité, de très durable à non durable. Alors, les matériaux de construction à base de bois, on va retrouver en éléments en poutre, tout ce qui va être bois massif, poutre à base de bois, tels que les bois massifs reconstitués, les bois massifs contre-collés, les bois lamellés-collés et le lami-bois, qu'on appelle aussi le LVL. Alors, ces éléments, ces poutres à base de bois vont avoir une durabilité naturelle, identique à celle du bois massif constitutif. On voit que sur du bois massif, on peut trouver des bois naturellement durables, lorsqu'on les purge de leur aubier, bien sûr, mais également sur des bois reconstitués, sur des éléments reconstitués. Lorsqu'on utilise des lamelles de bois naturellement durables purgées d'aubier, on va avoir une bonne durabilité naturelle. On peut prendre par exemple le bois lamellé collé de chêne. Le chêne est un bois qui est naturellement durable, qui a une bonne durabilité naturelle, donc le bois lamellé collé aura cette même durabilité. Alors ces bois, on peut également les traiter, on peut faire des traitements de surface, par bain, par badigeonnage, ou des traitements en profondeur, là aussi lorsqu'on utilise des bois imprégnables qui sont traités avant fabrication. Concernant les panneaux dérivés du bois, contreplaqué, OSB, panneaux de fibres, panneaux de particules et les wood polymères composites. Alors pour le contreplaqué, on va utiliser des plaquages de bois résineux ou feuillus. On peut trouver des contreplaqués naturellement durables lorsque les plaquages sont en bois eux-mêmes naturellement durables. Pour l'OSB, on constate que les panneaux OSB ont une bonne résistance aux insectes de grande taille, de type capricorne. Les panneaux de fibres et panneaux de particules ont une certaine résistance aux insectes xylophages, hors termites bien sûr, que les insectes à larves xylophages. Et les wood polymères composites ont une résistance intrinsèque aux termites, aux insectes et même à certains champignons. Alors, ces panneaux, on peut également les traiter.
on traite les plaquages, les copeaux, les fibres et les sciures avant de fabriquer les panneaux. Pour les woods polymères composites, étant donné que c'est de la sciure avec du plastique, on ne peut pas traiter en profondeur ce matériau. Voyons maintenant le cadre réglementaire et normatif autour de cette problématique. On va parler du code de la construction et de l'habitation, des normes et des TU, et les attestations et documents justificatifs. Comme je le disais, on a 3 grandes familles de parasites, les insectes, les termites et les champignons. Alors, il n'y a pas de carte pour la répartition des insectes en France, puisqu'on considère que toutes les régions sont infestées. Pour les termites, on a une carte, on va dire réglementaire, c'est la carte qui va repérer les départements infestés par les termites. En rouge, l'ensemble du département est infesté, et couleur un peu plus claire, le département est partiellement infesté. Ça peut être certaines communes ou certains quartiers de quelques communes sur le département. Concernant les champignons lignivores, notamment les mérules, il n'y a pas de carte officielle. La seule carte qui a été réalisée actuellement, c'est la carte du FCBA sur la répartition des chantiers de traitement, des traitements de champignons réalisés par les entreprises certifiées par cet organisme. Si on était amené à réaliser une carte plus réglementaire, les seules zones qui sont aujourd'hui dites infestées par les mérules sont un petit quartier à Lyon et un département dans les Deux-Sèvres. Alors, le Code de la construction et de l'habitation a rendu obligatoire la protection des nouvelles constructions et des ouvrages neufs en bois contre les termites et les insectes. Il impose également le traitement des déchets infestés lorsqu'il s'agit d'infestation de termites et de mérules. Et il va gérer tout ce qui est déclaration d'infestation et diagnostic dans le cadre des ventes lorsqu'on est en zone termite et mérules. Alors pour la protection des nouvelles constructions et des ouvrages neufs, ce qui nous intéresse ici, la protection est obligatoire contre les insectes à larves xylophages partout en France. Protection des bois, mais uniquement les bois qui participent à la solidité de l'ouvrage. Plancher, charpente, mur ossature bois, poteaux-poutres, mais également les panneaux de contreventement. Protection des nouvelles constructions et ouvrages neufs contre les termites. Donc cette obligation ne s'applique que dans les zones termitées. En plus de la protection des bois, comme on doit faire face à des termites qui vivent dans le sol, ce qu'on appelle les termites souterrains, les constructions doivent être protégées par une barrière à l'interface sol-bâti. Donc ça va être barrière, on verra barrière physico-chimique, ou alors ce qu'on appelle un dispositif constructif contrôlable, comme ici une construction sur plot. Pour le choix des bois, la conception des ouvrages, la conformité des produits, on peut s'appuyer sur les normes françaises, normes européennes et les DTU. L'évaluation du risque de dégradation, ce qu'on appelle l'évaluation du risque, anciennement on appelait ça des classes de risque, on appelle ça maintenant des classes d'emploi. Donc cette évaluation de risque se fait selon une norme européenne, la NFEN 335, et un fascicule de documentation, le FDP 20651. Pour le choix de bois naturellement durable, on s'appuie sur la NFEN 350, mais également le fascicule de documentation P20651. Sur la qualité des bois traités, on s'appuie sur la NFB 50153. Et pour les règles de conception et de mise en œuvre des éléments de structure, on va s'appuyer sur les DTU, DTU 31.1 pour la charpente, les DTU 31.2 pour tout ce qui va être mur ossature bois, construction ossature bois, maison ossature bois, le DTU 36.5 pour les menuiseries en bois, le DTU 41.2 pour les bardages, le DTU 51.3 sur les planchers bois et le DTU 51.4 pour les terrasses en bois. Et lorsqu'on souhaite mettre en œuvre des matériaux dits non traditionnels, on va s'appuyer sur des avis techniques ou des évaluations techniques européennes accompagnées d'un document technique d'application. Alors pour s'assurer que la préservation du bois a bien été prise en compte à la construction, on peut demander la notice constructeur qui est obligatoire, qui doit être remise donc à la réception du chantier, et qui va préciser déjà si on a une protection contre les insectes xylophages et éventuellement contre les termites. Et pour chaque type d'ouvrage, ouvrage bois bien sûr, ouvrage de structure, charpente, plancher, mur, ossature bois, le constructeur doit indiquer s'il est parti sur des bois naturellement durables ou sur des bois non durables avec traitement.
Cas classique des charpentes fermettes généralement sont faites en bois traité. On peut s'appuyer également sur le marquage CE, les attestations de marquage CE des bois, qui doivent préciser bien sûr la classe mécanique de l'élément, mais sa classe d'emploi. Classe d'emploi 3 ici pour ce bois lamellé collé, et ici classe d'emploi 3A pour ce bardage. Et pour les bois traités, on peut s'appuyer sur l'attestation de traitement préventif, qui doit indiquer les classes d'emploi possibles pour l'élément traité, classe 1, 2, 3, 3.1 ici, et préciser si en plus le bois a été traité contre les termites. On va voir maintenant les règles de conception et les mesures d'entretien des structures bois. Alors, tout d'abord, comment on choisit un bois ou un matériau à base de bois, quels critères il faut prendre en compte. Les règles de bonne conception des ouvrages et les mesures de surveillance et d'entretien. Alors, on choisit l'élément en bois, la nature du bois ou du matériau bois, en fonction de la classe d'emploi, en fonction donc de sa situation dans l'ouvrage. Il y a 5 classes d'emploi. Les classes 1 et 2 sont des classes plutôt d'intérieur, intérieur sous abri. Les classes 3, on est en extérieur sans contact avec le sol. La classe 4 en extérieur avec le contact avec le sol ou en contact avec l'eau douce. Et la classe d'emploi 5 qui est spécifique au contact avec l'eau salée ou l'eau saumâtre, où on a en plus des insectes et champignons, des mollusques, des térébrants marins qui peuvent venir forer le bois. Alors ces classes d'emploi sont essentiellement définies en fonction de l'humidité, c'est-à-dire la teneur en eau du bois, lorsqu'il sera à l'équilibre en service. Schématiquement, sur une maison, on considère que les parquets et les plinthes sont en classe d'emploi 1, les charpentes en classe 2, les bardages en classe 3 et les terrasses en classe 4. Pour affiner le choix de la classe d'emploi, et notamment pour les bois à l'extérieur, on peut s'appuyer sur le fascicule de documentation dont je parlais tout à l'heure, le FDP 20651, qui va utiliser 4 critères pour affecter précisément la classe d'emploi à l'ouvrage. Le premier critère, ça va être le climat local, climat sec, modéré ou humide. Le type d'exposition de l'ouvrage, en exposition partielle, ce qui va être éléments verticaux, pleine exposition, des éléments horizontaux, ou ce qu'on appelle les ouvrages protégés, avec une protection physique, ici un débord de toit. Troisième critère, un critère de conception, qui peut être drainante, moyenne ou piégeante. Et la massivité de l'élément, selon sa nature, massivité faible, moyenne ou forte. Ce fascicule de documentation, donc, présenter plusieurs tableaux. Si on prend par exemple ce tableau, sur des bois, on prend une terrasse en bois par exemple, où on est en massivité faible. On s'aperçoit qu'en climat modéré, on peut se retrouver avec des bois en classe 3.1, 3.2 ou 4, selon le type de conception qui a été choisi. Et si on prend les tableaux de longévité des bois qui sont indiqués dans ce fascicule de documentation, on s'aperçoit si on choisit une terrasse en Douglas, par exemple, si on a une conception non drainante et plutôt piégeante, le Douglas aura une longévité nulle, ou en tout cas incertaine, et dans tous les cas inférieure à 10 ans. Si on est sur une conception plutôt moyenne, on sera en classe d'emploi 3.2, on aura une longévité L1 comprise entre 10 et 50 ans environ. Et sur une conception drainante, on sera en classe 3.1, donc on va avoir une longévité comprise entre 50 et 100 ans. Alors cette notion de longévité, elle n'apparaît que dans ce fascicule de documentation. Elle est intéressante, elle prend en compte à la fois des critères de durabilité, évaluation de la durabilité naturelle des bois aux agents de dégradation, mais également de comportement du bois exposé à l'extérieur, exposé à l'humidité. Sur les bois traités, effectivement, pour valoriser les essences un petit peu métropolitaines, où on cherche à mettre en œuvre des bois à l'extérieur, on a très peu d'essences de bois européennes qui soient naturellement résistantes à l'extérieur. On peut s'orienter sur des traitements. Il y a 4 types de traitements. Le traitement chimique, traitement thermique, le traitement par oléothermie ou par modification chimique du bois.
Mais le traitement courant, ce qu'on appelle le traitement traditionnel, ça reste le traitement chimique, puisque c'est le seul actuellement qui soit normalisé. Les autres traitements sont encore des procédés industriels brevetés. Il n'y a aucune norme qui décrive comment traiter selon d'autres procédés que le traitement chimique. Que pour le traitement thermique, où on a quelques avis techniques sur des produits, sur des bardages notamment. Alors ce traitement chimique consiste à imprégner le bois de produits biocides. Lorsqu'on est en classe de risque 1, voire 2, on a simplement un risque d'insectes, on va imprégner le bois d'insecticides, insecticides qui sont neurotoxiques. Et lorsqu'on est en classe exposée aux champignons, on va imprégner également le bois de fongicides, qui vont être des produits classés irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Donc ce n'est pas des traitements anodins. On peut traiter tous les bois pour les classes d'emploi 1, 2 et 3.1. Il s'agit en fait de traiter les surfaces de bois, puisque seules les seules parties exposées sont la surface des éléments en bois. On va réaliser des traitements dits de surface, des traitements par trempage, aspersion sous tunnel ou badigeonnage. Lorsqu'on vise une classe d'emploi 3.2, on cherche une pénétration un peu plus profonde dans le bois, on va traiter les bois en autoclave. Et pour les bois destinés aux classes d'emploi 4 et 5, notamment pour la classe 4, tout ce qui va être piqué en contact avec le sol, on va également pratiquer des traitements autoclaves, mais là uniquement sur des bois dits imprégnables, parce qu'on ne peut pas imprégner ou traiter en profondeur tous les bois. De façon courante, on peut traiter en autoclave correctement les chênes, châtaigniers, pins sylvestres et pins maritimes. Savoir également que ces bois traités ne sont garantis par la station de traitement que 10 ans, et dans le fascicule de documentation, la longévité attendue est L1, 10 à 50 ans dans la classe d'emploi du traitement. Pour les bois traités, il y a un risque de délavage du produit pendant la phase chantier. Alors pour les bois traités la classe 1, les bois ne peuvent être stockés qu'à l'intérieur. Pour les bois traités en traitement de surface pour les classes d'emploi 2 et 3.1, classiquement ça va être la fermette, la maison Saturbois, les bois doivent être stockés soit à l'intérieur, s'ils sont stockés à l'extérieur, ils ne peuvent être exposés aux intempéries que 15 jours. Au-delà, on considère que le traitement a été délavé. Et pour les classes supérieures, stockage abrité, en pile aérée, dégagé du sol. Ce qui est important également sur les bois traités, c'est bien de retraiter tous les usinages qui ont été faits sur le chantier, postérieur au traitement. Les entailles, coupes et surfaces mises à nu doivent être retraités par badigeonnage avec un produit de même efficacité. Et en plus, pour les bois traités en classe 3, 2 et 4, la salubrité de l'usinage doit être drainante. Alors on peut appliquer sur les bois des finitions, des peintures, des lasures, des vernis, des huiles, des saturateurs. À savoir que ces finitions n'améliorent pas la durabilité du bois. Elles ne protègent pas le bois des dégradations d'insectes et de champignons. Elles apportent une protection de surface de l'aspect des bois contre les projections d'eau, contre le grisaillement lié aux UV ou contre les salissures. En extérieur, on considère que les finitions vont protéger les bois contre les reprises d'eau. Donc ainsi vont contribuer à leur stabilité, ce qui va peut-être réduire les fentes et les fentes ou les jeux aux assemblages qui pourraient entraîner des rétentions d'eau, des zones de piégeage d'eau et donc le pourrissement des bois. Et lorsque les finitions contiennent un biocide, ce biocide ne protège pas le bois, il protège uniquement le film. Il protège le film contre des champignons de bleuissement, des moisissures et des insectes. Donc, une fois qu'on a choisi le matériau adapté à sa destination dans l'ouvrage, on va quand même respecter les règles de bonne conception. Le principe de ces règles de bonne conception, c'est protéger le bois de l'humidification sous toutes ses formes. Donc tout d'abord, on va protéger le bois contre le mouillage direct par la pluie et la neige, par des conceptions qui permettent un écoulement rapide et sans piège à eau. Alors ces règles de conception sont très bien indiquées dans les DTU relatifs aux ouvrages. Ça peut être par exemple ici le DTU sur les terrasses, protection par un débord de toit suffisant, ou comme ici sur les bardages, des profils de lames qui permettent de ne pas avoir de rétention d'eau. On protège le bois contre le mouillage par les remontées capillaires et l'eau de rejaillissement. Alors, c'est ce qui va être barrière d'étanchéité.
Structure et bardage à 15-20 cm au-dessus du sol extérieur. Pour les planchers sur vide sanitaire, on respecte une distance de 30 cm par rapport au sol. Là aussi, ces règles sont bien détaillées dans les DTU. On voit ici un extrait du DTU 31.2 avec la barrière d'étanchéité sous la lisse basse et une garde au sol de 20 cm par rapport au sol extérieur. Dans le DTU 31.1, on va avoir des règles de conception où on va respecter là aussi une distance de 15 cm par rapport au sol extérieur et un débord du bois par rapport à la platine d'au moins 2 cm pour permettre l'écoulement d'eau. Pour protéger le bois contre le mouillage par l'eau de condensation, eh bien, on va mettre en place des pare-vapeurs. On va réaliser une bonne ventilation des locaux. Là, on peut s'appuyer sur le DTU 31.2 par exemple, qui indique toutes les configurations possibles du pare-vapeur. Ici, pare-vapeur dans le recouvrement des laits de pare-vapeur dans les angles des murs, ou alors ici au passage des planchers, ou ici en charpente. On a également des règles de conception à respecter spécifiques aux termites, donc applicables et obligatoires dans les zones termitées uniquement, par l'interposition entre le sol et le bâtiment d'une barrière, qui peut être une barrière physique. Alors on considère qu'un plancher béton est une barrière physique aux termites, ou par l'interposition d'une barrière de type treillis, si on a un grillage dont la maille est très fine, ce qui ne permet pas aux termites de traverser. On peut mettre en œuvre des barrières physico-chimiques de type film ou résine. Ici, on a un film en pose partielle, en considérant que le plancher béton fait, lui, un obstacle à la pénétration des termites. Et enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut toujours choisir de construire sans barrière, à condition de construire hors sol, ou alors sur vide sanitaire accessible ou sous-sol non aménagé. Dans ce cas-là, il faudra mettre en place un suivi du site, un suivi annuel ou biannuel, pour contrôler l'éventuelle infestation de termites et réagir dans ce cas-là en mettant en place des traitements. Les règles de surveillance et d'entretien des ouvrages bois. Alors je dirais, quel que soit le type de bâtiment, de toute manière, il faut contrôler au moins une fois par an l'état de la construction. On va essentiellement rechercher des problèmes d'humidification. Au niveau des abords, de la couverture et des façades, tout d'abord, par exemple, ici on voit là, une trappe de ventilation d'un vide sanitaire qui a été obturée par de la terre. Si derrière on a un plancher bois, comme c'était le cas, sur cette maison, on a une grosse infestation de mérules. Effectivement, le vide sanitaire n'étant plus ventilé, les bois s'humidifient et les spores de mérules qui sont présentes dans l'air vont se développer. Un autre exemple sur cette photo, on a la couverture qui est en mauvais état avec des infiltrations d'eau et ici le pourrissement du panneau. Ou comme ici, donc des défauts de protection, mauvais état des gouttières avec le pourrissement des bois debout. Surveillance en particulier également des pièces humides et de la ventilation des locaux. Toujours pour des problèmes d'humidité, donc, on a cet exemple où on a une cabine de douche sur un carrelage avec dessous un plancher bois, un mauvais état de la jonction du joint avec donc pénétration d'eau et pourriture du plancher bois. Alors, surveillance et entretien particulier sur les bois. Pour les bois intérieurs, on va procéder à une surveillance annuelle. On peut constater sur les bois la présence de moisissures. Alors les moisissures ne sont pas spécifiques au bois, elles se développent, ce sont des champignons qui vont se développer sur tous les matériaux humides. Donc également sur le bois, s'il est un petit peu humide, à partir de 18% de teneur en eau. La seule chose à faire, ça va être de nettoyer cette moisissure, mais également on va rechercher l'origine de cette humidification, qui pourrait permettre à terme le développement de pourriture. On peut constater sur les bois à l'intérieur la présence de pourriture, une perte de dureté du bois. Donc on va réparer la source d'humidification, puisqu'il y a toujours un problème d'humidification anormale sur des bois intérieurs, et on va éventuellement renforcer les bois ou les traiter si nécessaire. On peut constater sur des bois à l'intérieur la présence de copeaux, de vermoulures, de trous d'insectes. Là, on va chercher à identifier l'infestation, évaluer son importance et, si nécessaire, procéder à un traitement des bois. Pour les bois à l'extérieur, on peut constater des dépôts de salissure, le développement de mousse sur le bois. Alors là, on va les nettoyer, brosser les bois, parce que ces mousses, ces salissures vont garder l'humidité sur le bois et éventuellement permettre le développement des pourritures. On peut constater l'ouverture de fentes au droit des assemblages.
qui vont constituer des pièges à eau. Donc, on va protéger ces fentes par des mastiques ou par un capotage. Comme à l'intérieur, on peut retrouver des infestations d'insectes, présence de copeaux, vermoulures, trous, ou présence de pourritures. Comme pour les bois à l'intérieur, on va chercher l'origine et réparer les éléments. Enfin, sur les bois à l'extérieur qui seraient lasurés ou peints, on peut constater que la finition s'est altérée, la peinture a cloqué, est un petit peu écaillée. On va donc alors procéder à sa rénovation. Alors, on considère que la rénovation doit être réalisée à partir du moment où il y a 5% de la surface de la finition qui est altérée. Pour les peintures et l'azur, moyenne, on va constater que la rénovation doit se faire tous les 5 ans, voire plus, selon la teinte du produit qui a été utilisé. Et en cas de pathologie constatée, on peut être amené à mettre en place des mesures curatives. On va voir quel type de mesures on peut prendre. Tout d'abord, il faut identifier le dégât. Il existe de nombreuses clés d'identification des dégâts. On va en citer quelques-unes. Et ensuite, on va voir les guides décisionnels en cas d'infestation. Alors, pour identifier le dégât, évaluer l'activité de l'infestation et rechercher l'origine du désordre, tout d'abord, on voit ici une clé de détermination qui est basée sur l'aspect du bois. Si par exemple on constate sur le bois donc des galeries, une espèce de bois feuilleté, comme ceci. Si en plus les galeries sont cimentées, ce qu'on voit ici, des concrétions terreuses à l'intérieur des galeries, qu'il n'y a pas de vermoulure, pas de déchets dans les galeries, on va identifier un dégât de termites souterrains. On peut également observer sur le bois des trous. Alors si on a affaire des trous ronds ou des trous ovales, si on part sur des trous ovales, comme ceci, assez gros, 6 à 10 mm de grand axe, ce qu'on voit ici, c'est un poteau extérieur. Sur un bois résineux, on peut identifier un dégât d'insectes qu'on appelle le capricorne des maisons. Sur des trous ronds, autre exemple, trous ronds, c'est petit, avec une vermoulure farineuse au toucher, plutôt volatile. Sur un bois feuillu, un feuillu à gros vaisseau, on va identifier une infestation de lictus. Alors on va considérer l'infestation active si le bois a moins de 10 ans. Pourquoi? Parce que ces lictus, en début de croissance larvaire, ont de forts besoins en amidon, comme on disait au début, et passé 10 ans, on estime qu'il n'y a plus suffisamment d'amidon libre dans le bois pour nourrir les larves de lictus. Alors on a ce critère pour les lictus, on l'a également pour les capricornes, où on considère que passé 40 ans après l'abattage de l'arbre, là aussi il n'y a plus suffisamment de sucre et d'amidon libre dans le bois pour permettre aux capricornes de se développer sereinement. Donc soit passé 40 ans, soit on a une infestation ancienne, dont on vient juste de constater les dégâts, soit c'est une infestation qui ne va pas provoquer de gros dégâts. Par contre, on n'a pas ce critère pour les grillettes, ni pour les autres insectes. On peut également diagnostiquer une pathologie ou reconnaître une pathologie par la présence de larves. On va trouver en creusant un petit peu dans le bois, la surface. Lorsqu'on enlève la pellicule de surface du bois, on voit ici des larves de capricorne. La même chose, on peut constater la présence de termites. Ou on peut constater la présence de champignons. On peut identifier les champignons à partir de l'aspect de leur fructification, par l'aspect de leur mycélium ou par le type de pourriture qu'on a observé sur le bois. Donc une fois qu'on a identifié l'infestation, on va procéder éventuellement à des traitements. Lorsqu'on a identifié une infestation de termites souterrains, la première chose à faire, c'est déjà faire un diagnostic complet du bâtiment. Parce que les termites souterrains vivent dans le sol, vont chercher leur nourriture hors sol, donc dans les maisons, dans les jardins. Ils vivent de façon diffuse dans le sol. On n'a pas un nid construit dans un coin qu'on pourrait chercher et détruire. Les termites vont être nomades, ils vont évoluer, ils vont se déplacer dans le sol en fonction des conditions de température et d'humidité qu'ils rencontrent. Donc ils peuvent être présents un peu partout dans le bâtiment. Une fois qu'on a bien ciblé les zones infestées, on va procéder à un traitement curatif du bâtiment et de ses abords. Si on a identifié une infestation de termites de bois sec, alors les termites de bois sec ne vivent pas dans le sol, ils vivent directement dans le bois qu'ils dégradent. Alors on est sur des petites colonies qui vont rester dans un élément en bois et qui vont après se propager aux autres bois en s'envolant, en essaimant.
On va procéder à un diagnostic de tous les bois dans le bâtiment, remplacer les bois infestés, les brûler, ou éventuellement les traiter. Là, on ne traitera que les bois. Si on a identifié une infestation d'insectes à larves xylophages, on va procéder à ce qu'on appelle une analyse de risque. Déjà, identifier quel est l'insecte ou quels sont les insectes présents, évaluer leur activité dans le bois, reconnaître la nature du bois, connaître l'âge de l'ouvrage et évaluer l'importance des dégradations. Si on est sur d'autres dégâts d'insectes, de type fourmis et abeilles, qui vont être des insectes qui ne sont pas xylophages mais qui vont nidifier dans le bois, on est sur des dégâts très ponctuels. Donc on remplace l'élément dégradé ou on peut faire un traitement ponctuel sur les bois. Et en présence de champignons de pourriture, on procède également à une analyse de risque. On va chercher à identifier précisément quel est le champignon, son degré d'activité, quelle est l'origine de l'humidité qui a permis le développement de ce champignon et surtout les possibilités d'assèchement. Alors les traitements contre les termites souterrains sont de deux types, soit le traitement chimique, soit le traitement par piège. Le principe est complètement différent. Sur le traitement par piège, on installe des boîtiers sur le terrain, autour de la maison, sur les éléments infestés, et on attend que les termites viennent consommer le poison. Sur le traitement chimique, on va injecter les sols extérieurs, sol intérieur, tous les murs porteurs, les cloisons, les doublages, les bois et les boiseries. On injecte donc de produits insecticides antitermites pour protéger la construction. Donc, avec les pièges, on cherche à éliminer une colonie, alors qu'avec le traitement chimique, on ne cherche pas à éliminer la colonie qui va rester sur le terrain, sur le jardin. On cherche uniquement à protéger la construction. On a aussi un principe différent dans l'efficacité. Les pièges sont un petit peu plus longs pour être efficaces, pour observer une bonne efficacité. On considère que l'efficacité curative se produit dans les 6 mois à 2 ans. Et après, on va laisser les pièges pour surveiller le site, puisqu'on a éliminé une colonie, mais on n'est pas à l'abri d'une autre colonie qui s'installerait et qui réutiliserait les passages de la première colonie. Sur le traitement chimique, on a une efficacité qui est couverte pendant 5 ans par l'entreprise de traitement. Savoir que la maison, le bâtiment est protégé pour 5 ans. Les termites restant sur le site. Traitement contre les insectes à larves xylophages maintenant. Je le disais, on va procéder à une analyse de risque. Donc on a constaté un bois dégradé. Première chose à faire, identifier le bois. Alors, si on est sur un bois à duramen différencié, de type du chêne par exemple, avec peu d'aubier, comme c'est le cas sur le chêne, on considère que les dégradations n'ont pas d'incidence sur la solidité de l'élément et de l'ouvrage. Dans ce cas-là, il n'y a pas à procéder à un traitement curatif des bois. Si par contre on est sur un bois à duramen non différencié, comme du sapin ou de l'épicéa, on évalue le risque de dégradation à court terme. Si on est sur une charpente qui a une quinzaine d'années, infestée de capricornes, oui, il y a un risque pour la solidité de l'ouvrage. On va, dans ce cas-là, purger les parties dégradées et traiter les bois. Alors, comment on traite les bois? Donc là aussi, on va différencier les bois qui ont un cœur duraminisé des bois blancs, ce qu'on appelle sapin épicéa et peuplier, qui n'ont pas de cœur duraminisé. Et selon le type de produit utilisé, on injecte ou non les éléments en bois. Alors, on considère que les produits en gel ont une meilleure pénétration dans le bois, donc sur les éléments en bois duraminisé avec finalement peu d'aubier, l'injection n'est pas nécessaire. Mais dans tous les cas, on va procéder à une application de surface sur l'ensemble des surfaces de bois. Le traitement contre les champignons. Donc, parmi les champignons de pourriture du bois dans la construction, on a la mérule des maisons. Mais on en a d'autres. On a une quarantaine d'espèces de champignons de pourriture qui se développent sur les bois d'œuvre, dont 5 espèces de mérules en France. Et une seule espèce de mérule est vraiment dangereuse, celle qu'on appelle la mérule pleureuse, la mérule des maisons, la Serpula lacrimans. Alors, elle est particulièrement dangereuse parce que c'est la seule qui soit capable de se développer en dessous du point de saturation des fibres. Je vous disais tout à l'heure, il faut au minimum qu'il y ait de l'eau libre dans le bois, donc des bois à plus de 30% d'humidité. Là, la mérule des maisons peut se développer dans les bois entre 22 et 25% d'humidité. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de transporter de l'eau. C'est la seule qui possède ce qu'on appelle des sirotes, des filaments spécialisés pour transporter l'eau et les éléments nutritifs.
Ces cirottes également qui sont capables de traverser des murs, alors, des murs en maçonnerie de pierre qui sont déjà humides. Donc développement rapide, infestation étendue dans le bâtiment, et également ce qui la rend particulièrement dangereuse, c'est qu'elle va survivre à l'assèchement. Constatez que les filaments peuvent survivre 7 mois lorsqu'on revient à des conditions d'humidité normales, 50% d'humidité relative de l'air, et que les spores peuvent survivre quelques années en ambiance sèche. Donc lorsqu'on a affaire à un champignon, déjà il faut savoir si on est en présence de mérules des maisons ou d'un autre champignon. Ensuite, est-ce que la zone infestée est sèche? Ou est-ce qu'elle est encore humide, mais qu'on considère que l'assèchement sera rapide ou lent? Ou l'assèchement est impossible. Alors là, je vais vous recommander la lecture d'un guide qui est paru en avril 2006, qui est édité et libre de téléchargement sur le site de l'ANA, qui s'appelle Prévention et lutte contre les mérules dans l'habitat, et qui explique bien comment traiter les mérules en particulier. Donc, de ce guide sont extraits les tableaux suivants. Si la zone infestée est déjà sèche, les bois, les murs sont normalement secs, le champignon est déjà mort. Ou alors il va mourir à court terme et les spores ne pourront pas germer. Donc pour toute infestation de champignons, y compris une mérule, le traitement n'est pas nécessaire. Par contre, il faut contrôler la solidité des bois, les renforcer, les remplacer éventuellement, le cas échéant. Si la zone infestée est humide, mais que l'assèchement sera rapide, alors rapide c'est moins de 8 semaines, le champignon va mourir à court terme, les spores ne pourront pas se développer même si elles germent. Pour toute infestation de champignons, on va supprimer la source d'humidité, assécher, contrôler la solidité, renforcer les bois. Si on est en présence d'une infestation de mérules, on va recommander un traitement fongicide pour éviter la dissémination de la mérule. Parce que la mérule des maisons, lorsqu'elle est stressée, on assèche le bâtiment, elle subit un stress hydrique et là, elle cherche à se disséminer. Donc elle va fructifier et envoyer des spores un peu partout. Donc là, le traitement fongicide sera léger, ça va être un traitement par air chaud ou une simple application de surface sur les bois et maçonneries infestées. Sur une zone infestée humide et dont l'assèchement sera lent, 6 mois maximum, on va procéder à des traitements fongicides. Pour une infestation de champignons autre que mérules ou une infestation de mérules, on va procéder à un traitement fongicide qui peut être réalisé par air chaud ou par traitement chimique. Alors, comment on traite? Bon, la technique la plus courante en France, ça reste le traitement chimique, technique traditionnelle, consiste tout d'abord à mettre à nu les surfaces infestées, donc faire tomber les doublages, les plafonds, enlever les revêtements de sol, pour identifier toute la zone infestée. Alors, les murs et les sols seront brûlés, comme ici au chalumeau, puis injectés par un quadrillage d'injection et badigeonnés de produits fongicides. Alors, les petits inconvénients sur cette technique de traitement chimique, c'est qu'on vient réinjecter des produits à base d'eau dans des murs qui sont déjà humides, donc on va un petit peu retarder l'assèchement du bâtiment. Mais également, souvent ces problèmes de mérules apparaissent dans des bâtiments anciens, et ces produits chimiques peuvent réagir avec les matériaux et altérer ces matériaux, notamment les mortiers à base de chaux. L'autre technique, c'est ce qu'on appelle le traitement par air chaud. Alors en plus, c'est le seul traitement qui soit normalisé, qui fait l'objet d'un fascicule de documentation européen, et donc ce fascicule indique les températures à atteindre sur les matériaux ou à l'intérieur des matériaux et les durées de traitement qu'il faut respecter. Et ce type de traitement a quand même un avantage, c'est qu'il va accélérer l'assèchement du bâtiment. Enfin, la zone infestée par les champignons est humide et l'assèchement sera très lent, voire impossible. Mais dans ce cas-là, quel que soit le champignon, aucun traitement fongicide ne sera efficace à moyen et long terme. La seule chose à faire va être d'isoler les bois des murs et des sols humides. On voit ici sur les illustrations. Ou alors remplacer les bois quand il s'agit de plinthes. On passe sur des plinthes en plastique, des menuiseries en aluminium ou PVC. Voilà, bon, j'ai terminé ma présentation. J'espère que ça a été assez clair. Je vais vous repasser Madame Laridon. Oui, merci pour cette présentation effectivement fort claire et bien illustrée.
Je vais vous laisser le temps de respirer et de boire, puisque maintenant nous allons arriver au moment des questions. Donc je vous rappelle, si vous voulez poser vos questions, vous avez un petit bloc gris sur la droite de votre écran qui porte le libellé de questions. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour les poser. Et on va commencer par la première. Y a-t-il des normes ou des TU pour traitement des bois aux insectes xylophages? Alors, y a-t-il des normes ou des TU pour le traitement des bois contre les insectes xylophages? Mais pour les traitements préventifs, oui, sur des bois qui sont traités avant d'être mis en œuvre, il y a un certain nombre de normes, des normes européennes, qui définissent bien quelles sont les profondeurs d'imprégnation qui sont attendues. Par contre, sur les traitements curatifs, ce qu'on appelle les traitements sur des bois mis en œuvre, non, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de DTU. Il y a des pratiques professionnelles, mais chacun peut traiter comme il le veut, en fait. Alors, les pratiques professionnelles, elles ont été établies par des entreprises de traitement, dans le cadre de certification d'entreprise, dans le cadre de certification donc de prestataires de services. Ces entreprises, en gros, se sont mises d'accord pour dire bon ben nous on va traiter tous les bois attaqués ou en préventif sur les bois qui sont pas encore attaqués. On réalise 3 injections en mètre linéaire à telle profondeur dans le bois. Et tous autour de la table, on respecte ces règles. Comme ça, on est certifié. Mais après, personne ne leur a dit, personne n'a vérifié si c'était 20 cm, 30 cm, 50 cm. Bon, le plus important dans le traitement curatif, de toute manière, ça reste l'application de surface. Quand les insectes xylophages, il y a bien un moment où ils doivent sortir, un moment où ils doivent rentrer. Donc, une bonne application de surface, en général, est très efficace. Notamment parce que les produits de traitement qui sont certifiés contre ces insectes xylophages ne sont évalués pour leur efficacité qu'en application de surface. Et en aucun cas en pénétration dans le bois. Merci pour cette réponse. Je vois qu'il y a pas mal de questions relatives à la récupération des slides ou des demandes de revenir sur certaines slides. Pour tout cela, je vous rappelle que la vidéo sera mise en ligne rapidement sur la chaîne YouTube de Keox, donc vous pourrez à loisir revenir sur certaines slides ou vous arrêter sur certains détails. Ouh là là. Beaucoup de questions qui arrivent tout en une seule fois. Alors, dans le cas de pièces de bois traitées mais transformées sur chantier, comment rétablir l'efficacité? Alors, dans le cas de pièces de bois traitées, transformées sur chantier, c'est-à-dire des billes, ravotage, comment rétablir l'efficacité? Si c'est des bois qui sont destinés aux classes d'emploi 1, 2 ou 3.1, il suffit de badigeonner un produit de traitement de même efficacité, un bois de traitement, un produit qu'on retrouve facilement pour les bois à l'extérieur ou les bois en intérieur si on est sur des bois pour la classe d'emploi 1. Par contre, effectivement, si on est sur des bois destinés aux classes d'emploi 3, 2 et 4, là on est sur des bois traités en profondeur. Si on vient percer cette barrière de bois traité, cette zone traitée du bois. Le cœur de l'élément, sur les éléments de grosse section, le cœur n'est jamais traité. Donc il faut garder un maximum de matière donc préservée. On peut pas, sur un bois traité pour une classe 4 qui serait recoupé sur chantier, mais il n'y a pas de solution. Si ce n'est donc de modifier la conception et de revenir à une classe 3.1. Alors, une question référence biblio. Quels sont les textes qui régissent les règles de traitement fongicide de la mérule, zone à traiter au-delà de la zone infestée? Aucun. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de règle de traitement officielle contre la mérule. C'est comme pour le traitement des bois, c'est des pratiques professionnelles. Chacun peut faire ce qu'il veut pour traiter une mérule. À savoir que ces entreprises de traitement, que ce soit mérule, insectes ou termites, n'ont aucune obligation de résultat. Ils n'ont qu'une obligation de moyens. C'est pour ça qu'en général, ils vont dire bon ben on va traiter là, on va traiter toute la zone périphérique 1 mètre à minimum autour de la zone infestée. Mais il n'y a aucun texte, ni en France ni ailleurs en Europe, qui disent ben voilà, pour traiter de façon traitement fongicide mérule de type traitement chimique, il faut pratiquer des injections dans les murs
Alors on a en Angleterre un guide qui indique qu'on doit faire un cordon sanitaire autour de la zone infestée. En Angleterre, ils ne traitent pas la zone infestée, ils ne font qu'un cordon autour de la zone infestée. Nous, en France, on traite la zone infestée et 1 mètre au-delà. Le seul traitement qui soit réglementé, je dirais, par un texte, c'est le traitement par air chaud, puisqu'on a une fascicule de documentation européen qui indique quelle température et pendant combien de temps doivent être chauffés les matériaux infestés pour éradiquer les mérules. Alors, quel est le risque sur Solive-Bois IMFIN 19e Ah oui, immeuble fin 19e, pardon. De développer mérules ou xylophages quand elles ont reçu beaucoup d'eau. Donc, quel est le risque? Immeuble fin 19e. Développer mérules ou xylophage. Je dirais au niveau risque xylophage, insectes à l'aveugle xylophage, mais développement de vrillettes, bien sûr. Notamment si on est sur des bois humides avec les risques de grosses vrillettes ou de vrillettes des moisissures qui se développent que sur les bois, donc qui sont en même temps dégradés par des pourritures. Et le risque mérule, oui, on l'a, quel que soit l'âge du bois, quel que soit le type de bois. Du moment où effectivement il y a eu beaucoup d'eau, qu'il y a des spores de mérule qui sont présentes dans l'air et que ces spores se sont déposées sur ces bois, elles vont germer et dégrader les bois. Alors, une question pratique. Je suis en rénovation. Une entreprise a mal fait son travail de traitement. Une nouvelle attaque a été constatée. Est-ce qu'il y a un recours possible pour le client? Quel type de traitement? On est sur quoi? Sur la mérule? Sur un... On ne sait pas préciser, mais du coup, on va partir. Donc, je suis en rénovation. Une entreprise a mal fait son traitement. Bon, une nouvelle attaque. J'ai un recours pour mon client. Bien, si l'entreprise n'a pas encore mis la clé sous la porte, oui, on peut toujours mettre en cause le travail qui était réalisé, en disant que la zone infestée était plus large ou que les produits de traitement qui ont été utilisés n'étaient pas efficaces. Donc, il s'est engagé, je sais pas, à mettre en œuvre tel produit. On voit sur les fiches techniques des produits qu'il faut au moins telle concentration pour avoir une efficacité contre tel ou tel parasite. On peut toujours faire des prélèvements de matériaux traités, de murs ou de bois traités, pour vérifier s'il y a bien eu le produit dans le matériau. Après, ça peut être également une mauvaise analyse de risque de l'entreprise qui n'a pas suffisamment traité, enfin qui n'a pas traité toute la zone susceptible d'être infestée. Donc là, on peut également le mettre en cause parce qu'il a mal fait son diagnostic initial. Alors, une question relative à l'esthétique. Les bois laissés naturels grises, et donc l'esthétique n'est pas toujours celle que l'on attendait. Est-ce qu'il existe un traitement efficace qui permet au bois de garder son aspect naturel d'origine? Ça n'a pas l'air... Et non, ça n'existe pas. Le bois exposé aux UV et au délavage par l'eau devient gris. On ne peut pas lutter contre ce vieillissement, ce qu'on appelle le vieillissement du bois en extérieur. On peut le devancer en appliquant un produit de teinte grise, ce qui permettra d'avoir un grisaillement assez homogène, mais on ne peut pas l'empêcher. Alors, une question toute simple, toute courte. L'aubier est-il porteur? Oui, l'aubier, ça reste du bois. L'aubier est porteur au même titre que le duramen. Sur les bois, on trouve, sur les bois résineux notamment, ce qui peut être sapin, pin, épicéa, ou même sur les Douglas et mélèzes, on a de grosses épaisseurs d'aubier qui ont la même capacité portante que le cœur, le duramen.
Alors, une autre question, on enchaîne tout de suite. Il existe des produits de traitement en classe 3.1 à badigeonner, sont-ils aussi lessivables? Alors dans ces produits destinés à l'extérieur, à badigeonner, on a des fixateurs. Ils vont être lessivables au bout d'une dizaine d'années. Après, si c'est dans des zones qui sont très exposées au lessivage, ça peut être un peu plus rapide. Mais ces produits viennent fixer les matières actives, les biocides, dans le bois. Néanmoins, ça reste du traitement de surface. Donc on va pénétrer sur 1 millimètre de profondeur dans le bois. S'il y a un craquellement de la surface, un fendillement du bois, le bois ne sera pas protégé en profondeur. Alors, y a-t-il un délai d'ancienneté des bois pour les attaques de termites? Non, pour les termites s'attaquent à tous les bois, quel que soit leur âge. Il n'y a pas de délai d'ancienneté, comme ce qu'on pourrait constater sur les capricornes et les lictus, où on a donc des teneurs en amidon et en sucre qui évoluent dans le temps. Non, les termites sont capables de dégrader des vieilles charpentes en chêne de 500 ans, comme des bois très récents. Alors, malheureusement, nous devons respecter le timing, donc on va prendre encore deux dernières questions et puis on laissera notre expert. Y a-t-il une classe d'emploi spécifique pour l'utilisation des bois immergés en eau de mer? Oui, c'est la classe d'emploi 5, donc qui prend en compte le risque de dégradation par les mollusques, ce qu'on appelle les térébrants marins. Et dernière question, d'ordre peut-être plus général, quel retour sur la prolifération des termites en France? Est-ce qu'il faut envisager des dispositifs de prévention dans les départements limitrophes? Quel retour sur la prolifération des termites en France? Eh bien, depuis qu'on a des cartes sur les arrêtés préfectoraux, donc depuis la loi termite date de 99, on peut considérer que non, il n'y a pas d'évolution rapide des infestations. On a peu de nouveaux arrêtés préfectoraux qui délimiteraient des zones d'extension des infestations de termites. Indépendamment de la carte indiquant les départements menacés, faut-il envisager des dispositifs de prévention dans des départements limitrophes? Ça a existé, savoir que du moment où il y avait une commune infestée dans un département, des mesures préventives, les protections des nouvelles constructions et des ouvrages bois, étaient étendues à tout le département, à l'ensemble du département. C'était un principe de précaution. Alors cet aspect de la réglementation a été supprimé assez récemment, je crois, il y a 2 ans. On s'est aperçu que c'était un petit peu inutile d'aller protéger des constructions dans des zones qui ne sont pas encore infestées, d'autant que ces protections n'étaient efficaces que 10 ans. Voilà, donc non. Envisager des dispositifs de prévention, je dirais non, il faut juste déjà respecter la réglementation actuelle et notamment traiter, brûler les déchets qui sont infestés, pas aller transporter des terres qui sont infestées de termites et les mettre sous une construction pour emblayer. Voilà, déjà éviter de transporter les termites. Merci pour cette Allez, une dernière question, une petite dernière question pour la route. Pour la mérule, lors d'une vente, a-t-on l'obligation uniquement d'informer que l'on se situe ou non en zone infestée, ou doit-on faire un diagnostic? Et ce diagnostic est-il non destructif? Alors, la loi Allure de 2015 indique une obligation d'information de l'acquéreur, comme quoi on est dans une zone infestée ou susceptible de l'être par des mérules. En aucun cas, cette loi a rendu obligatoire un diagnostic mérule. Donc, la seule obligation qu'on ait, c'est d'informer qu'il y a un arrêté préfectoral qui précise que le bâtiment sur cette section cadastrale est dans une zone mérulée ou à risque de mérule. Doit-on faire un diagnostic? C'est assez recommandé quand on est dans des zones dites à risque mérule. Je dirais dans les zones qui sont en rouge sur la carte que j'ai présentée, oui, je recommanderais quand même un diagnostic mérule parce qu'on est dans des zones très infestées.
avec des climats favorables à la prolifération des mérules. Est-ce que ce diagnostic est destructif? Non, pour l'instant, il n'y a pas de règle professionnelle sur le diagnostic spécifique mérule. On s'appuie sur la norme NFP 03200, qui est la norme générale sur l'état parasitaire, qui traite aussi bien les insectes que les champignons de pourriture. Et dans cette norme, il n'est pas indiqué que le diagnostiqueur doive procéder à des sondages destructifs. Donc il va effectuer ses constats seulement sur les parties visibles. Merci pour cette présentation claire et ces réponses très claires également. Ce rendez-vous expert est maintenant terminé. Merci à tous d'y avoir participé. Donc je rappelle que la vidéo de cette session sera rapidement mise en ligne sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez revenir sur la vidéo si vous avez 2 ou 3 points qui vous posent encore question. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille le memento de Laetitia Pascal, Préservation du bois dans les bâtiments, qui est toujours disponible aux éditions du Moniteur. Pour ma part, je vous invite d'ores et déjà pour la prochaine session qui aura lieu le 17 mars. Alors là, nous changerons complètement d'univers puisque nous y parlerons béton, produits de démoulage, sécurité d'utilisation et compatibilité environnementale, rien que ça. Bonne journée, merci et à bientôt.